Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre, le livre de Arthur Kemp, Bâtir le foyer blanc, aux éditions Acribeia. Avant ça, je vais vous demander de vous abonner et de mettre un pouce s'il vous plaît. Le livre a été traduit en français et il y a une préface de Philippe Baillet. Donc c'est un petit livre, il y a 130 pages. Ce livre est très important, c'est un manuel, il faut absolument que vous le lisiez. Arthur Kemp est un journaliste et écrivain sud-africain, propriétaire d'Ostara Publications. Il a été aussi le porte-parole du Parti national britannique. Avant de commencer, je voudrais vous dire que le livre a été écrit en 2013 et c'était avant les élections des populistes Trump, Bolsonaro ou Salvini. L'auteur reprend Jean Raspail, le terme Big Over. Jean Raspail, c'est celui qui avait écrit le livre Le Camp des Saints où un bateau rempli de migrants arrivés en Europe. Pour continuer sur l'introduction, elle est vraiment magnifique. Je crois qu'on pourrait simplement la lire pour raconter le livre. C'est vraiment quelque chose de très touchant. Il emploie l'expression les pays du premier monde. Il y a le quart-monde et le tiers-monde, c'est les pays très pauvres, et les pays du premier monde, c'est les démocraties riches. Il rappelle que les pays du tiers-monde vont dans le premier monde, mais pas l'inverse. Il revient sur l'esclavage et il nous cite Anthony Johnson, le premier noir angolais aux États-Unis qui avait un esclave, qui s'appelait John Kessor. Et pour revenir sur les revendications face à cette traite des esclaves, il dit que le nombre de foyers blancs qui détenaient des esclaves était inférieur à 8% dans l'ensemble des foyers américains. Donc ça met les revendications impossibles. Ce ne sont que quelques personnes qui détenaient des esclaves, pas l'ensemble des blancs. Il nous fait une éloge du monde blanc grâce à la technologie et bien sûr qui profite à tout le monde, à tous les autres. Bien sûr, il revient sur le droit à chaque peuple de vivre sur leur terre à un moment précis. Il nous prend l'exemple de l'Inde avec les cartes PIO, Personne Indian Origin, où en fait une personne qui a cette carte, même si elle n'habite pas le pays, elle est indienne. Pour défendre la civilisation, il dit que quand le peuple disparaît, la civilisation disparaît. Alors moi j'emploie souvent le terme quand on fait venir le tiers-monde, on devient le tiers-monde. Il nous dit que jusqu'en 1400, les contacts entre Européens et extra-Européens étaient le résultat d'invasions. Il prend l'exemple des Maures ou des Turcs. Pour preuve, entre les statistiques, les batailles de chiffres ou de prénoms, il prend les projections démographiques. Il est pour le jeu démocratique et contre toute forme de prise de pouvoir illégale. Mais il ne faut pas attendre l'effondrement économique qui viendra ou ne viendra pas. Il nous parle de la substitution ethnique du Zimbabwe. Il a fixé trois objectifs. Continuer nos idées politiques, se communautariser et l'ethno-État. Alors là, il nous parle des USA qui ne pourraient pas gagner démocratiquement. Ça, c'était sans qu'il y ait eu l'élection de Trump et ce que je vous ai dit en début de la note de lecture. Mais il nous explique bien que tous les blancs ne doivent pas et ne peuvent pas être sauvés. Donc il nous parle des cas existants de communautés ethniques. Il se réfère donc à l'ONU. Alors moi, je vous renvoie à la note de lecture que j'avais fait sur le livre de Naomi Klein, Dire non ne suffit plus, où en fait je reprenais les peuples autochtones qui sont classifiés dans des documents selon une étude qui avait été réalisée il y a quelques années. C'est sur ça que se base l'ONU. Il nous parle de Oriana. C'est la ville la plus prospère en Afrique du Sud. Oriana, c'est une ville qui est exclusivement composée de blancs. Alors pour cette ville, il a pris l'exemple de Théodore Herzl, qui était un des membres fondateurs du sionisme. Et il dit que ce sont les pauvres qui sont allés travailler, les agriculteurs, les ouvriers, les artisans, pour créer en fait cette ville et comme en Israël. Il y a un passage qui est très important où il nous dit qu'il faut tirer les leçons de l'expérience sioniste. Alors il dit que toute tentative de créer un État ethnique doit se faire dans une zone qui n'est pas trop peuplée. Il nous dit qu'il ne faut pas que ça entraîne des déplacements massifs de groupes ethniques qui pourraient se montrer hostiles. Une autre chose qui est très importante, il nous explique que concernant Oriana, pour y vivre, ce sont les retraités qui y sont allés au tout début parce qu'ils avaient les moyens de
de pouvoir partir et de créer cette ville. Et une fois que les retraités se sont installés, c'est là que ça a commencé à se développer. Ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils avaient besoin de gardiens, ils avaient besoin d'agriculteurs et c'est comme ça que ça a commencé. Il dit que c'était un processus doux, long et sans conflit. Maintenant, il nous dit que pour créer ces villes, cet ethno-État, il faudra se mutualiser pour aller peser devant des maires ou même carrément des États et aller démarcher comme une entreprise ferait, elle enverrait ses commerciaux pour vendre un produit. Alors il faudrait cibler les pays ou les villes, les régions qui ont un problème de dénatalité, qui font pas beaucoup d'enfants, où on pourrait aller leur proposer de s'installer. Et pour ça, il nous parle du projet novaeuropa.com. Je vous invite à aller voir ce que c'est. C'est un site qui éveillera votre curiosité. Écoutez, j'ai fini cette note de lecture. Je pense que c'est un des livres les plus importants. Il faut que vous le lisiez, hein. Il faut que vous ayez le chercher. Alors j'ai vu qu'il y a une note de lecture complète de ce livre sur YouTube. J'essaierai de vous donner le lien. Si vous ne pouvez pas le lire, écoutez-la. Je vous remercie d'avoir écouté ma note de lecture. Si vous avez des livres qui vous intéressent, parlez-moi-en. Peut-être je les ai lus. Je me ferai plaisir de vous les raconter. Et puis je vous dis à très bientôt.